cette scission-là qu'a vécu le cinéma hollywoodien. Et là, c'est juste à nous, nouvelle génération, d'avoir le courage et d'oser s'immiscer dans cette faille-là pour l'agrandir et faire jaillir la lumière du tunnel. Dont on parlait tout à l'heure, voilà, absolument. Alors, Jérôme Cervera, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, et vous? Pour l'instant, ça dure un peu. Alors, on va s'intéresser un peu à votre parcours, qui est aussi riche qu'intéressant. Alors, au tout début, au commencement, vous faites un bref passage aux Beaux-Arts. Et puis, juste après, vous commencez des études en communication visuelle et vous découvrez la photographie. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça pour atteindre... Pourquoi c'est pas venu naturellement? En fait, c'est quand vous faites de la communication visuelle, vous êtes amené souvent à utiliser des images. Et quand vous travaillez comme ça sur des supports et vous éprouvez autant de difficultés à trouver quelque chose qui vous convienne, vous êtes motivé à investir le champ de la photo. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous devenez autonome, vous prenez les photos que vous voulez et à ce moment-là... Liberté artistique, absolument. Voilà, c'est ça. Donc du coup, la photo, je l'ai découverte comme ça par hasard. Et je me suis vraiment pris de passion pour ça. En parallèle, j'ai découvert aussi l'univers du romantisme. Tout à fait. Voilà. Et c'était vraiment un univers qui m'a... Français, allemand notamment. Oui, c'est un univers, c'est un courant majeur qui a émergé au 19e siècle, qui a vraiment tout chamboulé, parce qu'en fait, le mode occidental s'était enfermé dans quelque chose de trop académique, trop rigoriste, et le monde du romantisme palliait un petit peu ce problème-là, c'est-à-dire qu'en fait, il a remis... d'oxygène. C'est ça, non, mais il a remis la sensibilité vraiment au cœur de l'art artistique, de l'art, et c'est aussi grâce à ce courant, grâce au romantisme, que j'ai découvert qu'en fait les principales références que moi personnellement j'adore, comme Goethe et tant d'autres, des grandes pontes de la littérature et de la poésie occidentale, eux-mêmes ils ont été fascinés en fait par certaines références du monde arabe, notamment, ce qui est souvent très ignoré en fait dans le monde occidental. Et Goethe notamment, comme j'en parlais précédemment, il a découvert Hafez de Shiraz, Saadi, les grands poètes persans, et il en a vraiment voué une admiration totale, quoi. Et c'est suite à ça en fait, suite à cette fascination que pour moi, enfin pour moi ce sont des maîtres, je veux dire, vu la fascination qu'ils avaient justement pour ces grands auteurs arabes, que ça m'a donné envie d'explorer, je veux dire, ce monde-là, dont j'ignorais totalement tout en fait. D'ailleurs, si je vous dis les mille et une nuits, qu'est-ce que vous me répondez? Les mille et une nuits, les mille nuits, c'est en fait c'est un bon pour nous dans l'imaginaire occidental, c'est quelque chose qui est assez présent. C'est galant, c'est l'orientalisme, c'est un tas. Oui, c'est mais en même temps c'est aussi ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait les mille et une nuits dans l'imaginaire occidental, il y a une certaine prégnance. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, les auteurs dont vous parliez, ils ont été traduits et je veux dire, ça a été largement diffusé. Il y a eu aussi, bien sûr, ce qui a vachement contribué à ça, c'est l'Aladin de Walt Disney dans les années 90. Donc ça, c'est vraiment, ça a permis de banaliser, je veux dire, cet univers-là. Absolument va nous chanter le thème d'Aladin. Oui, c'est ça. Et moi, je vais faire. Et moi, si vous voulez, je vous fais la danse, voilà. Donc du coup, les mille et une nuits, ça m'a permis aussi d'approfondir ces recherches-là sur le monde arabe notamment. Il faut savoir qu'aussi les mille et une nuits, ça a émergé en Inde. Et en Inde, justement, il y a eu l'Empire moghol. L'Empire moghol, c'était un empire musulman, notamment. Donc c'était quand même assez étonnant de savoir qu'en fait, c'était les musulmans qui dominaient, qui avaient le pouvoir dans un pays qui était majoritairement hindouiste. Et moi, ce qui m'a intéressé à ce moment-là, c'est de savoir comment les Moghols, donc les musulmans, sont arrivés justement à maintenir leur pouvoir en place, sachant qu'il y avait des rébellions régulièrement, parce que les hindouistes contestaient... c'est toujours le cas actuellement, c'est une oui, il y a toujours des tensions religieuses. Mais dans tous les pays où il y a différentes confessions, c'est normal, il y a toujours des problèmes de cette nature-là, en fait, hein, parce qu'on n'arrive jamais à trouver un système politique qui permette d'avoir une mise en égalité totale. Donc, en fait, lorsque j'ai exploré ce monde-là, j'ai constaté que les Moghols, notamment, ils avaient essayé de pratiquer ce qu'on appelle le syncrétisme. C'est-à-dire qu'ils avaient pris des éléments de l'architecture hindouiste ou de la littérature ou même et ils avaient agressé à leur propre culture. Donc eux, c'est tout ce qu'ils avaient importé de Perse et de tous les pays d'Ouzbékistan et autres.
il y a La même- fusion dont on parlait, musicale dont on parlait tout à l'heure. C'est fait ça, au c'est niveau ça. architectural. C'est ça. Et ils ont cherché à créer une certaine harmonie, en fait, architecturale, spirituelle même. Bon, ils ont été aussi malheureusement taxés d'apostats, je veux dire, par certains ulémas de l'époque, parce qu'ils allaient trop loin. Je veux dire, ils étaient, Ça aussi, ça n'a pas changé. Voilà, ça aussi. Et du coup, en fait, moi, ça m'a fasciné parce que je trouvais que, voilà, ils ont cherché par le biais des arts, par le biais de la littérature, de la poésie, tout ce qui relève de la sensibilité, à quelque chose qui, ce que j'appelle personnellement, de la mythologie commune. Donc, en fait, ils ont essayé de créer un univers qui puisse parler autant aux hindous qu'aux musulmans. Une espèce d'espéranto spirituel. C'est ça. Et en fait, moi, en parallèle, je faisais le constat qu'en Europe notamment, on a vraiment une pénurie à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, le monde oriental, et vous savez que le monde oriental, quand j'emploie le mot oriental, c'est un mot générique, parce que on peut parler aussi bien du Maroc que de l'Inde. C'est clair. C'est un fourre-tout. Ouais, c'est un fourre-tout, voilà. Et du coup, moi, je constatais que ce qui nous faisait vraiment défaut, c'était vraiment préjudiciable aussi bien pour vous que pour nous, c'est qu'on avait des images, on se référait souvent à des images qui étaient bourrées de clichés, Clairement. de préjugés, d'a priori, et beaucoup de Français se cantonnent justement je veux dire, à ces images-là, et on n'arrive pas, on a beaucoup de difficultés à franchir le cap et à essayer de trouver quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet de franchir ce mur-là. Parce que pour nous, c'est vraiment un problème. Vous savez qu'en plus, en France, on a commencé à développer une obsession pour le monde musulman. Ça tourne... Enfin, une mauvaise obsession, hein, mais... Oui, non, mais bon, moi, je veux dire, ça vraiment, ce qui pose problème, c'est ça, c'est que chaque fois qu'on parle de ces pays-là, notamment l'Algérie, ça a l'air que je suis en Algérie, et Que vous avez découvert en 2016, d'ailleurs. c'est ça, parce que c'était suite à une invitation d'un ami, donc qui est certainement en train d'écouter, Haroun, que je salue. Qu'on salue. Voilà. Et en fait, c'est un garçon qui fait de l'andalou, et il m'a adressé une invitation que j'ai eu plaisir à honorer, parce que c'était le mariage de son frère. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à venir. C'était vraiment une expérience très riche, très passionnante. D'ailleurs, vous avez déclaré, je cite, les guillemets, j'essaie de construire une identité artistique aux apports culturels multiples, harmonisés, et qui soit propice des deux côtés de la Méditerranée à l'enrichissement mutuel. Oui, C'est beau. C'est beau. c'est beau. C'est beau, hein. Merci. Ouais. Mais en fait, c'était surtout parce que moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on regarde de France, imaginons, je vous prenais à partie comme ça, et je vous disais, allons en France, et on questionne les gens de la rue, comme ça, on leur demande qu'est-ce que représente l'Algérie pour vous. Ça renvoie toujours à des images qui sont négatives. On a une image qui se limite à ça. On n'est pas capable, justement, de voir l'Algérie autrement. Donc bien sûr il y a beaucoup de rancune du côté des pieds noirs bien sûr, mais pas que c'est vraiment un vaste problème. Hein. il y a aussi bien on sûr a aussi notre responsabilité. Bien sûr, il y a aussi de la rancune du côté algérien, Tout et c'est à tout à fait. fait normal parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ont été frappés justement par ce que les Français ont pu commettre à l'époque, donc ça le savait très bien. Et du coup nous, la nouvelle génération, on doit se désinhiber, on doit s'affranchir de ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas porter une responsabilité, on ne doit pas avoir le poids de la culpabilité. Le poids de l'histoire et de la culpabilité Voilà. sur les On ne doit pas traîner l'histoire comme un boulet, on doit aller absolument de l'avant. On a la chance d'avoir une langue en commun, ça c'est pour moi vraiment... Kateb Yassine, c'est un butin de guerre. C'est ça, pour moi, moi je parle vraiment de trésor. Je ne cherche pas vraiment à faire entendre aux Algériens que le français doit prédominer en Algérie, c'est pas ça. Je dis juste qu'il fait partie d'une composante algérienne et donc il faut conjuguer avec tout ça. Voilà. Il ne doit pas y avoir de rivalité entre l'arabe et le français ou avec Tout à fait complémentaire, c'est une richesse supplémentaire. voilà. Si avec le français on arrive à insuffler de la sensibilité, on arrive à insuffler de belles choses qui permettent aux Algériens notamment d'apprendre de nouvelles choses, de se tourner vers de nouveaux horizons, tant mieux. Voilà, moi je suis venu pour ça, c'est-à-dire qu'en fait je me suis voué aussi de passion pour l'Algérie et pour sa culture, donc j'ignorais aussi beaucoup de choses. Et comme je le disais encore cet après-midi, ce qui fait sourire souvent mes amis algériens, c'est que mon hiver sensible, justement, il se réfère souvent beaucoup plus à les Fadila Zelia qu'à les starlets en vogue aujourd'hui. Ça fait sourire souvent mes amis algériens, mais moi je me... Est-ce que tu lui as fait découvrir Chaba Warda Charlomati? Non, quand je la découvrirai. Je pense que c'est un pan important de la culture algérienne que tu dois connaître d'urgence. À quand une... J'ai perdu le mot. Une exposition. Une exposition. En fait, concrètement, on est en train de travailler avec Aslan sur un projet de livre
Oui. Justement, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, entre la France et l'Algérie, ça a été un rapport très conflictuel, très passionnel. Très voilà. passionnel, mais quand on emploie le mot passion, ça peut aussi bien tourner du côté de l'amour que de la haine. C'est comme ça, la passion, ça se résume à ça. Et du coup, ce que j'essaie de proposer, c'est d'investir en fait ce que j'appelle donc l'univers, enfin cette mythologie commune, et de faire débarquer un Français au 19e siècle, de revenir un petit peu à l'époque justement, et de faire débarquer un Français qui est un émissaire culturel dans le projet de livre sur lequel je travaille actuellement. Et ce que je veux essayer de développer à travers ce livre, c'est qu'on peut être français, on peut débarquer comme ça en Algérie et on peut totalement s'émerveiller avec la culture algérienne. Voilà, c'est ce que j'essaie de développer à travers mon livre. Et du coup, donc il débarque au 19e siècle, au moment où justement où ce sont les prémices de la colonisation, mais moi au lieu d'envoyer une armada, militaire, j'envoie un émissaire culturel. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait la 3e fois que je viens en Algérie, et quand j'ai eu questionné mes amis algériens, je leur ai dit, mais si on avait la capacité de revenir en arrière, qu'est-ce que les Algériens auraient souhaité de la part des Français? Et vous savez ce que chaque fois qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont répondu qu'en fait on aurait été favorable à ce que certains Français puissent venir, notamment des artistes ou des gens du génie civil ou autre, et apportent leur savoir-faire, mais qui s'intègrent parmi nous, qui apprennent notre culture. Et vice-versa. Et voilà, c'est-à-dire que moi je vous apporte quelque chose, vous m'apportez quelque chose. Et c'est l'échange équivalent. C'est exactement ça, c'est un rapport de réciprocité. Et du coup, comment je viens en Algérie, je viens, vous savez pourquoi? Parce qu'ici, je vis des expériences très riches, totalement émotionnelles, humaines, et c'est souvent ce qui me fait défaut en France. J'ai beaucoup de mal en fait à retrouver en France ce que je trouve très facilement en Algérie. Voilà. Et ce projet de livre, donc comme je vous en parlais, il doit se concrétiser dans les prochains mois. Donc c'est mon Français qui va débarquer en 1830 et qui va être accueilli au Palais du Dé pour assister à un photo durant un Ramadan. Il va tout découvrir, donc les spécialités algéroises. Il va découvrir justement ce qui est vraiment l'âme algéroise. Donc El Azorna, le Donc ça va être le seul livre qui fait grossir en fait. Alors, ah oui, mais là de toute manière j'en ai fait l'expérience, donc voilà. Parce qu'à chaque fois que je reviens en France, entre les gâteaux qu'on prépare et tout ce qu'on m'a fait manger, voilà. En tout cas, c'est chaque fois un plaisir de venir. Moi j'espère que ce projet-là avec Arslan, ça va vraiment enchanter les Algériens. Moi j'espère aussi que du côté français, on va se décomplexer par rapport à ça. J'aimerais beaucoup en fait que des Français suivent un petit peu cette initiative-là, qui sortent un petit peu des carcans, qui essaient de dépasser leurs préjugés. C'est ça. Il faut s'affranchir de ça. Loin que le bout de la dernière. Vous avez beaucoup plus de facilité parce qu'en fait, justement, il y a une communauté algérienne qui est très forte, qui est très présente en France. Et nous, on a vraiment besoin de réinvestir ce champ-là. On a besoin de découvrir ce qui est vraiment l'Algérie. Voilà. Je pense qu'on a là autant de besoin que pour vous. Et en tout cas, j'espère que ce projet fera vraiment plaisir aux Algériens. Voilà. Et on est là pour ça. En tout cas, messieurs, c'était un pur plaisir tous les trois de vous recevoir dans l'édition. Vous revenez quand vous voulez. On revient tout de suite après le flash de 21h.